Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Député La France Insoumise, première circonscription du Nord, région des Hauts-de-France, région concernée par les mesures qui seront annoncées en fin d'après-midi par Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Alors deux solutions pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Les deux régions ne seront pas dissociées. Deux solutions, soit un confinement le week-end, soit un confinement la semaine. Que préférez-vous ? D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que ça fait 1 an que ça dure maintenant, Jean-Jacques Bourdin, et je voudrais saluer ce matin la patience et la grande discipline des Français dans cette crise sanitaire. Saluer aussi les soignants, le personnel de santé qui, une nouvelle fois, fait face à une résurgence de l'épidémie. Les secteurs qui ont été touchés, je pense notamment à la culture. Vous avez vu que ce matin, c'est plus d'une 60aine de théâtres qui, partout en France, sont mobilisés, occupés pour dire il faut réouvrir. Et je crois qu'on peut s'accorder, vous et moi, sur le fait que la culture, c'est sans doute le meilleur vaccin contre la déprime ambiante, et puis surtout avoir une pensée plus grave pour les 90 000 personnes qui sont décédées dans notre pays de la Covid, et puis ces victimes qu'on connaît qui ne sont plus malades mais gardent des séquelles. Je pense qu'au début de la crise, il y a maintenant 1 an, quand ça a démarré, avec le mouvement La France Insoumise, le groupe parlementaire, on s'est dit on ne va pas tirer sur l'ambulance, il y a un virus, donc les décisions à prendre sont difficiles, on va faire beaucoup de propositions, on verra ce que le gouvernement en fait. Je dois vous dire, Jacques Bourdin, qu'1 an après, c'est plus exactement la même musique. Je crois que maintenant, il faut dire que cette équipe, l'équipe en place, a tout raté. Et que nous ne faisons pas simplement face au virus, Jean-Jacques Bourdin, mais à la conjugaison entre le virus et les décisions politiques qui sont prises et qui nous mettent en situation de plus grande vulnérabilité face à lui. Je prends 3 exemples. Au début de la crise, on a manqué de masques. Pourquoi ? Parce que des décisions antérieures à M. Macron avaient été prises de dire les Chinois pourront produire pour toute la planète, c'est le grand déménagement du monde. Ensuite, j'entendais sur votre antenne l'autre soir Jean Castex dire on réouvre pas des lits à l'hôpital en claquant des doigts. Je suis d'accord avec lui. Par contre, quand il s'est agi d'en fermer, ils ont claqué des doigts. 7400 lits ont été fermés à l'hôpital sous Emmanuel Macron les 2 premières années de son quinquennat. Nous en avons perdu 120 000 en 20 ans. Et aujourd'hui, on se plaint qu'il en manque. Sur le vaccin, on voit bien que le vaccin est essentiel dans la stratégie. Et on entend le discours d'Emmanuel Macron qui nous dit « le vaccin doit être un bien commun de l'humanité ». Oui, mais alors pourquoi, Jean-Jacques Bourdin, à l'OMC, la France a donné de sa voix pour empêcher la levée des brevets et faire en sorte que le vaccin soit un bien commun. Bon. Donc je vais vous répondre sur le confinement, le reconfinement. Oui, répondez-moi. Et d'abord, je voudrais vous dire une chose, c'est que désormais, il faut se débarrasser et du virus et de M. Macron et de l'équipe en place. Et Bon, que nous alors parlons du virus, nous parlerons d'Emmanuel Macron mais après. c'est important parce que peut-être vous en serez d'accord avec moi. Aujourd'hui, c'est le virus, et les décisions politiques. Non, mais quand j'entends, vous savez, certains qui disent, comme encore hier, Xavier Bertrand qui disait pas de polémique. Moi, j'entends. Je veux dire, évidemment, les décisions sont difficiles à prendre, mais ne faisons pas semblant de ne pas voir qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est à la fois le virus et le fait qu'Emmanuel Macron rate tout ce qu'il entreprend, qu'il avait fait un pari de ne pas reconfiner. Mais si vous ne reconfinez pas, sans planifier des alternatives au confinement, sans renforcer les protocoles sanitaires, sans créer d'ailleurs les conditions que beaucoup de secteurs réouvrent, parce que Jean-Jacques Bourdin, le risque, c'est que la 4e vague, elle soit d'ordre psychologique. Vous le savez comme moi, les effets de confinement, de reconfinement, ça a surtout un effet qui est terrible. On voit la jeunesse qui souffre, on voit la pauvreté qui s'étend. Adrien Quatennens, que proposez-vous ? Eh bien, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Est-ce que en Île-de-France ou dans les Hauts-de-France, compte tenu de la situation sanitaire et comment elle s'est dégradée, est-ce qu'on peut éviter aujourd'hui de reconfiner? Très franchement, je ne suis pas en mesure de le dire. Et le gouvernement est lui le mieux placé. Que décideriez-vous? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Depuis le mois de novembre, Jean-Jacques Bourdin, nous disons au gouvernement, vous ne pourrez pas traiter cette crise sanitaire si elle dure, et tout semble indiquer malheureusement qu'elle va durer encore. Vous ne pourrez pas la traiter uniquement à coup de fermeture, ouverture, reconfinement, déconfinement. Que décideriez-vous? Depuis le mois de novembre, nous avons, je vous réponds, nous avons proposé, et les téléspectateurs qui nous écoutent peuvent aller le retrouver, un plan complet d'alternative au confinement. C'est présent sur le site de la France Insoumise. Donc, c'est partie de toute la littérature. Vous ne reconfineriez pas? Alors, dans le cas précis des Hauts-de-France et de l'Île-de-France aujourd'hui, je vous le dis, peut-être qu'il n'y a pas le choix. Vu la dégradation de la situation sanitaire. Le problème, c'est qu'il aurait fallu anticiper. Moi, ce que je vais vous dire, qui évolue avec des variants qui arrivent, c'est un peu difficile. Écoutez-moi, Jean-Jacques Bourdin, ce que je dis, je vais résumer ma pensée. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans 6 mois? Dites-moi tout. Mais je vous pose la question. Mais bien sûr que non. Mais par contre, je sais une chose. Oui, ce qu'on peut planifier, Jean-Jacques Bourdin, c'est le fait de se dire,
peut-être qu'on ne peut pas éviter de reconfiner en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, vu la situation sanitaire. Vous l'accepteriez? Écoutez, je crois, si nous n'avons pas le choix, effectivement, on ne va pas aller à un désastre. On a quasiment maintenant 40 000 contaminations tous les 24 heures, 300 à 400 personnes qui décèdent chaque jour, c'est pas possible. Par contre, une nouvelle fois, je répète, comme nous le répétons avec Jean-Luc Mélenchon depuis le mois de novembre, de dire... Peut-être que vous ne pouvez pas éviter celui-là de reconfinement, mais par pitié, faites en sorte de planifier la suite pour qu'on puisse éviter les prochains. Donc je résume, quand on parle d'un plan d'alternative au confinement, de quoi s'agit-il, Jean-Jacques Bourdin? Il s'agit de dire il faut continuer à lutter contre le virus, mais sans enfermer. Ça veut dire... Vous me dites ce matin, il faut continuer à lutter contre le virus, mais sans enfermer. Oui. Et vous me dites aussi, mais... on ne peut pas échapper à l'enfermement, au confinement. Je vais reprendre parce que ce que je vous dis, Jean-Jacques Bourdin, si, entendez-moi, non, parce que c'est très clair, et je sais que vous êtes un homme intelligent, faites pas semblant de ne pas me comprendre. Ce que je vous dis, c'est que la situation sanitaire s'est dégradée parce que M. Macron a fait le pari de ne pas reconfiner, mais n'a rien préparé, n'a rien planifié, n'a pas entendu les propositions que nous avions à les formuler sur comment lutter contre le virus sans enfermer. Alors évidemment, il décide de ne pas reconfiner, mais ensuite la situation sanitaire se dégrade, et on se retrouve là où nous en sommes rendus. Lutteriez-vous aujourd'hui contre le virus sans enfermer? Eh bien, ce que je dis, c'est qu'il faut, nous disons avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, il faut des alternatives au confinement. Ce qui veut dire lutter contre le virus sans enfermer. Ça veut dire augmenter partout, Jean-Jacques Bourdin, les protocoles sanitaires, faire en sorte que dans toutes les salles, on soit équipé de ces fameux purificateurs d'air, organiser les conditions de protocoles sanitaires très stricts, faire en sorte que les masques, dont on sait maintenant qu'ils sont indispensables, et ça fait maintenant 1 an qu'on le réclame, soient gratuits, mettre à disposition du matériel et organiser la société par roulement, par rotation, pour que tout puisse réouvrir, tout en limitant la circulation du virus. Parce que Jean-Jacques Bourdin, et je sais que vous le savez, que vous y êtes sensible, vous savez aussi les effets psychologiques qu'a le confinement, le reconfinement. Et malheureusement, je doute qu'après 1 an de cette méthode, l'acceptabilité de ces mesures soit encore très forte. Alors il y a un homme dans les Hauts-de-France, dans votre région, que vous connaissez bien, qui n'est pas du tout d'accord avec vous, c'est Fabien Roussel, le patron, le secrétaire général du Parti communiste français, qui lui est pour une stratégie zéro Covid. Zéro Covid. Mais la stratégie zéro Covid, je pense que la temporalité ne le permet plus. C'est-à-dire que la stratégie zéro Covid, de quoi on parle? Si on parle de certains régimes, notamment asiatiques, qui ont été extrêmement efficaces, mais qui le font d'entrée de jeu. Ça veut dire, dès qu'il y a un cas positif dans un immeuble, tout le monde est testé et puis vous sortez pas tant que vous n'avez pas les résultats. Je suis pas sûr que, vu le niveau de circulation de l'épidémie aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait faire en France. Donc moi, je dis une chose, il ne s'agit aucunement, parce que la situation est grave, de nier la gravité de la situation sanitaire. Et je le répète, peut-être que compte tenu de sa dégradation, dans les Hauts-de-France et dans l'Île-de-France. Vous préférez le week-end ou la semaine? Écoutez, il semblerait, en tout cas dans le Nord, je le vois, à Dunkerque, il semblerait que ça a de l'efficacité uniquement le week-end. Si on peut éviter d'avoir à reconnaître une situation comme celle du mois de novembre, où on a un confinement général, où on se repose la question de savoir quels commerces sont ouverts ou fermés, franchement, ce serait mieux. Mais encore une fois, avec les écoles ouvertes, je pense que les écoles, vraiment, il ne faut pas les fermer. Il faut que les écoles restent ouvertes. Et il faut qu'on organise les conditions. Alors après, c'est pareil. Regardez, quand je propose les roulements, il faut créer les conditions du présentiel à l'école, mais ça veut dire aussi qu'il faut s'en équiper, s'équiper logistiquement. Vous avez plein de professeurs qui, encore aujourd'hui, nous alertent sur le fait que le protocole sanitaire à l'école n'est pas suffisant. Donc, par exemple, dédoubler les classes. Si on a besoin de locaux en plus, réquisitionner des locaux. Voilà tout ce qu'on pourrait faire. C'est un défi logistique majeur. Donc, je résume, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Peut-être que, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron n'a rien préparé, n'a rien organisé, la situation sanitaire s'est tellement dégradée que malheureusement, une nouvelle fois, nous n'aurons pas le choix. Mais entendez-moi, et je demande au gouvernement, de nous entendre. Il faut qu'on évite que les prochaines fois, les prochaines semaines, les prochains mois, nous ayons à reconfiner. Mais donc, il faut planifier ces alternatives. Et je regrette que ce soit toujours, malheureusement, cette monarchie présidentielle où le président de la République décide de tout seul, dans le cadre du Conseil de défense. Concernant les Hauts-de-France ? Non, à titre personnel, non. Par contre, je participerai. Les élus bien sûr, il y a des réunions d'information. Je participerai cet après-midi à une réunion avec le préfet et les élus du Hauts-de-France. Bien. Adrien Quatennens, parlons d'AstraZeneca. L'OMS recommande de poursuivre l'utilisation d'AstraZeneca. On attend aujourd'hui l'Agence européenne du médicament, la décision de l'Agence européenne du médicament. Mais est-ce que vous feriez vacciner avec une dose d'AstraZeneca ? Écoutez, j'attends. Vous attendez votre tour. Non, mais c'est pas ça que j'allais vous dire. J'attends comme vous, d'abord, le résultat des courses qui va nous être donné aujourd'hui sur l'étude de santé. Moi, très franchement, je ne suis pas anti-vaccin.
Je crois en la science, je lui fais plutôt confiance. Simplement, je vois bien une chose qui s'est passée avec le vaccin AstraZeneca, c'est que pendant des semaines, le gouvernement montrait du doigt les soignants qui hésitaient à se faire vacciner. Juste après, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même suspendu la vaccination. Donc de toute façon, sur la stratégie vaccinale, ça aura un effet, quoi qu'on en pense. J'espère que la décision qui sera rendue aujourd'hui sera une décision favorable. Si elle est favorable, est-ce que vous accepteriez d'être vacciné avec AstraZeneca? Pourquoi pas, mais je vais vous dire aussi. Moi, je préférerais avoir le choix. Oui. Ben, je préférerais avoir le choix du type de vaccin. Et je crois que le problème que nous avons... C'est-à-dire qu'on devrait donner aux Français le choix du type de vaccin. Oui, et pour cela... Moi, je préfère BioNTech, très critiqué par Jean-Luc Mélenchon au départ, d'ailleurs, je me souviens. Hein, vous vous souvenez, vous aussi? Écoutez, ce que nous disons est assez simple. Vous savez que... qui n'était pas très sûr, c'est ce que disait Jean-Luc Mélenchon. On va dire les choses. Il y a une nouvelle technologie. Oui. En tout cas, bon, l'ARN messager en tant que tel, c'est une technologie qui existe depuis déjà longtemps, mais pour le vaccin, c'est nouveau. Vous en aviez peur. Mais c'est pas une question de peur, Jean-Jacques Bourdin. C'est une question que, simplement, on n'a pas beaucoup de recul, c'est tout. Mais le vaccin fait incontestablement partie de la stratégie, mais ce qu'il nous faut. Parce que là, on voit bien. Un peu de recul, parce que Jean-Jacques Bourdin, vous le savez, même moi, si je peux passer un message depuis votre antenne ce matin qui vise à dire aux Français, faites-vous vacciner. Mais vous savez comme moi que cet après-midi, la décision qui est rendue, c'est de dire, on reprend AstraZeneca. Vous le savez comme moi, que dans l'opinion, ce qui vient de se passer est désastreux. Mais évidemment, donc la solution, de mon point de vue, ce serait... Est-ce que vous auriez des doutes? Mais puisque à partir du moment où les scientifiques disent c'est sûr et efficace, face à une pandémie comme celle que nous avons, il ne faut pas avoir de doute, il faut se faire vacciner. Vous savez, Jean-Jacques Bourdin, dans le cas d'AstraZeneca, j'ai regardé comme vous les chiffres, je crois que c'est 30 cas de thrombose sur 5 millions. On est quasiment dans l'ordre de ce qui est de la population générale pour les thromboses. Alors après, attention. En revanche, précaution, si le lien est avéré entre des cas de thrombose et le vaccin, là on peut se poser la question. Mais donc en termes de propositions et de solutions, il faut d'urgence élargir le portefeuille des vaccins. Lever des brevets. Oui. Vous voulez lever les brevets sur les vaccins. Pourquoi faire? Alors pour en produire beaucoup plus. C'est-à-dire que on lève le brevet, ça permet d'en produire beaucoup plus. Je m'explique. Quand Emmanuel Macron disait l'autre jour, il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Vous voyez bien, Jean-Jacques Bourdin, que malgré le fait que nous avons une pandémie mondiale, le vaccin est hyper soumis aux lois du marché d'offre et la demande. Disons les choses, ce sont les big pharma qui négocient avec, par exemple, la Commission européenne dans une forme d'opacité dont on a vu d'ailleurs que même les élus ont du mal à accéder au contrat et qui font, disons-le, du fric dans une situation comme celle-là. Vous savez que Pfizer envisage de faire 15 milliards d'euros en 2021 avec le vaccin. Jean-Jacques Bourdin, nous avons une pandémie mondiale, donc le vaccin doit être un bien commun de l'humanité. Emmanuel Macron, est-ce que la levée des brevets permettrait d'accélérer la vaccination? C'est la solution. Et d'ailleurs, l'OMS, non, ce n'est pas vrai, je vais vous expliquer pourquoi. Quand Monsieur Macron... Combien de temps, pardon, mais quand même, Adrien Quatennens, oui. je veux bien, mais combien de temps faut-il pour construire une usine de production de vaccins? Il vous a échappé qu'en France, on avait Sanofi, et vous a échappé que Sanofi ne produit pas de vaccins français. Pourquoi? Parce que Sanofi a distribué... va produire des vaccins bien sûr, mais donc toutes les usines... On pourrait produire dans toutes les lignes de production Sanofi. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait produire aujourd'hui, avec les capacités industrielles en Europe et dans le monde, plus de vaccins? Oui. Avec la levée des brevets? Oui, je le pense. Combien faut-il de temps pour construire une usine de production de vaccins? Je ne sais pas vous le dire exactement, mais compte tenu... Moi, je vous le dis, entre 3 et 5 ans. D'accord, très bien. Bon, entre 3 et 5 ans. Donc vous, ce que vous me dites, Jean-Jacques Bourdin, c'est que tout va bien et qu'on ne peut pas faire mieux? Je ne dis pas que tout va bien. Alors... Je dis que la levée des brevets est peut-être... Là, je ne vais pas prendre parti bénéfique pour le bien commun du monde entier. Bien sûr. Mais vous devriez être d'accord. Et je suis favorable. Alors attendez, laissez-moi. Néanmoins, lorsque vous dites la levée des brevets permettrait de fabriquer plus de vaccins et d'en avoir plus aujourd'hui, c'est faux. Si, parce que, regardez, mais Jean-Jacques Bourdin, on a des capacités de production en France. On a des usines pour produire des vaccins. Et on n'a toujours pas... Attendez, laissez-moi parler. On a des usines qui produisent quels vaccins? Mais attendez, justement, on a des usines qui pourraient en produire et qui n'en produisent pas. Et notamment Sanofi. Parce que Jean-Jacques Bourdin, souvenez-vous qu'Emmanuel Macron, au printemps, était allé faire le fanfaron dans les usines de Sanofi pour dire c'est super, on va avoir un vaccin, et que la réalité c'est que Sanofi distribue 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires, ferme des centres de recherche en France, on passe de 11 à 3, supprime des postes. Ok, donc laissez-moi vous répondre pour la clarté de mon propos. Mais moi, la clarté, vous savez qu'on produit d'autres vaccins aussi. Je pose des questions et vous faites les réponses. Non, mais alors laissez-moi expliquer clairement. Laissez-moi expliquer clairement ce que je dis. Le vaccin, compte tenu du fait que nous faisons face à une pandémie mondiale, doit être un bien commun de l'humanité. Premier acte, ça veut dire qu'on ne fait pas de fric sur le vaccin.
Première chose. Qu'on partage les doses de vaccins. Deuxièmement, on ne fait les doses de bien vaccins. sûr, parce que vous savez très bien que les pays pauvres sont sous-dotés. Bien sûr. Deuxièmement, et là je le dis pour y compris le gouvernement français qui semble avoir pris la leçon tout de même, on ne fait pas d'idéologie avec le vaccin. Ça veut dire que on ne se soucie pas de savoir quelle est la nature du régime qui le propose et si nous sommes d'accord politiquement avec lui pour savoir si on fait la promotion de tel ou tel vaccin. Je dis une chose qui est très simple à comprendre. S'il est sûr et s'il est efficace, d'où qu'il vienne, le vaccin doit être proposé. Quand on parlait du vaccin russe, on nous achetait à la figure l'Union soviétique. C'est ridicule. Et d'ailleurs, Madame Merkel ne s'y est pas trompée. Donc, la levée des brevets... Les Russes sont comme nous, comme les autres. Ils n'arrivent pas à produire en quantité. Eh bien, Jean-Jacques Bourdin... Il faut construire des usines de production. Eh bien, construisons des usines, mais en attendant, je vous assure que même si ça ne fera pas tout, à l'OMS, demande la levée des brevets pour pouvoir produire plus massivement, là où les usines sont à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de vaccin. D'accord ? Et je veux vous dire que Emmanuel Macron est complice dans cette affaire et montre bien sa duplicité. Parce que d'un côté, M. Macron vient avec son joli sourire à la télévision dire le vaccin doit être un bien commun de l'humanité, et dans le même temps, la France, la semaine dernière, Jean-Jacques Bourdin, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avec la fameuse Union européenne qui protège, s'est opposée à la levée des brevets. Donc il y a bien un deux poids deux mesures entre les actes et les paroles, raison pour lesquelles je veux bien, comme Xavier Bertrand, qu'on dise pas de polémique, mais tout de même, regardons dans le détail ce qui est fait. Je sens que Xavier Bertrand est l'une de vos cibles maintenant, la France Insoumise. Non, mais c'est parce que ce sont les derniers sondages qui montrent qu'il battrait Marine Le Pen au second tour. Il prend la parole, je lui réponds. Deux mots. Passeport vaccinal sanitaire pour sauver la saison touristique en Europe et pour permettre une meilleure circulation, vous êtes favorable ou pas? Et commençons d'abord par dire qu'il n'y a pas de sens à un passeport vaccinal s'il n'y a pas de quoi se faire vacciner. Je veux dire, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans plein de centres de vaccination, non, c'est pas pour aujourd'hui. J'imagine. Non, mais alors, globalement, il faut voir, parce que entre ce que propose l'Union européenne et les pistes qui étaient en France sur le passeport vaccinal, c'est pas exactement la même chose. Il y en a un qui ferait qu'on devrait être obligé d'être vacciné pour pouvoir assister à tel ou tel événement, un autre où il suffirait d'un test. Non, moi, ce que je vois, c'est qu'il faut faire la promotion de la vaccination, mais par l'adhésion, pas par l'obligation. Et d'ailleurs, vous avez plein d'organismes qui le disent. Et donc, pour susciter l'adhésion, commençons par dire que oui, il faut élargir le portefeuille de vaccins et la levée des brevets et faire en sorte que, puisque nous avons une pandémie mondiale, eh bien, le vaccin soit bien réparti et que partout on produise à fond comme on le peut. Adrien Quatennens, parlons du climat, référendum sur le climat. Vous n'avez pas voté, vous avez voté contre cette idée de référendum. Quelle était l'idée? Que dit le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale? Il s'agit d'introduire dans l'article 1er de la Constitution la garantie de la préservation de l'environnement et de la diversité biologique et la lutte contre le dérèglement climatique. Vous avez voté contre. Oui, alors vous comprendrez bien que je ne suis pas en désaccord avec cette jolie déclaration d'intention. C'est pas une jolie déclaration. Si, Jean-Jacques Bourdin, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Encore une fois. Si les Français approuvent par référendum, c'est inscrit dans la Constitution. Jean-Jacques Bourdin, d'abord dans la Constitution française, il y a quelque chose qui s'appelle la Charte de l'environnement, déjà, qui est intégrée et qui est plus ambitieuse que cette pantalonnade. C'est ce que demande la Convention citoyenne pour le climat. Justement, moi je m'adresse aux citoyens de la Convention citoyenne pour le climat, ils ne sont pas dupes. Les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat savent que M. Macron, pendant qu'il vient de mettre ce petit coup de vernis vert sur la Constitution, a jeté à la poubelle, Jean-Jacques Bourdin, à la poubelle, 3/4 des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, votez contre la loi climat dans ces conditions. Ce que vous allez faire, j'imagine. D'abord, actuellement, la loi est en discussion et nous avons des tas d'amendements à proposer qui d'ailleurs sont tous rejetés. On verra le résultat des courses à la fin de l'examen. Bon. Mais tel que c'est parti, vous vous souvenez encore une fois, non mais Jean-Jacques Bourdin, c'est important parce que ces images, on les a vues sur vos antennes. On se souvient de M. Macron dans les jardins de l'Élysée, devant la Convention citoyenne pour le climat, en disant « Je prends tout et je ne mettrai que 3 jokers ». Sa loi est une loi des jokers. Le bilan écologique d'Emmanuel Macron, Jean-Jacques Bourdin, c'est d'avoir notamment en avril dernier par décret diminué nos ambitions de diminution des gaz à effet de serre pour ensuite dire c'est magnifique, on a atteint nos objectifs. C'est d'autant plus facile d'atteindre des objectifs qu'on a soi-même baissé. Attendez, la réintroduction des néonicotinoïdes. Je vais revenir. Parce que c'est facile de mettre un petit coup de partout dans la Constitution. Il y a 2 textes différents. Oui. Bien dissociés. Le premier, la loi climat qui est en discussion, vous avez raison. Oui. Vous verrez ce que vous ferez. Et le deuxième texte, franchement, je vous le dis, vu le chemin que ça prend, il est peu probable qu'on le vote. Qui permet de modifier la Constitution pour introduire la garantie de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Pourquoi est-ce que vous ne votez pas? Vous avez voté contre. Oui.
pour des raisons politiciennes, purement politiciennes. Non, Jean-Jacques Bourdin, ce qui est politicien, entendez-moi, ce qui est politicien, c'est de dire on met cette petite phrase dans la Constitution, dont je vous dis par ailleurs, même si c'est technique, pardon, mais vu que François la Ruffin charte de l'environnement, hein. Vous lui poserez la question, mais la charte de l'environnement, la charte de l'environnement est plus ambitieuse que ce texte. Mais surtout, ce qui est une pantalonnade, une trahison, c'est de faire ça d'un côté. Les écologistes ont voté pour, les socialistes ont voté pour. Les écologistes, nous sommes écologistes, Jean-Jacques Bourdin est conséquent. Et d'ailleurs, regardez, je vous ai ramené un petit document ce matin, c'est la planification écologique, c'est en librairie actuellement, c'est autre chose que le programme d'Emmanuel Macron, qui a un bilan désastreux en matière d'écologie. Là-dedans, ce qu'on propose, c'est la règle verte. Ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut reconstituer. Et c'est un défi technique formidable. Jean-Jacques Bourdin, ce qu'il s'agit de faire maintenant, c'est de mettre la France aux avant-postes d'une grande bifurcation écologique. Toute notre économie. Pas de faire ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire de la communication. Et j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à y participer. Le productivisme, la planification. En tout cas, il faut planifier, c'est-à-dire organiser la règle verte. Voilà, on est dans l'écologie. Mais attendez, tout le monde est écologiste aujourd'hui. Non mais attendez, tout le monde est écologiste. Donc le vrai débat que nous avons, c'est de savoir comment. Et là-dedans, il y a des propositions claires et nous faisons une campagne sur le fond. Juste une annonce, Jean-Jacques Bourdin. Allez-y. Ça va dans le sens de ce document. Avec ma collègue Mathilde Panot qui mène cette affaire pour nous. Du 22 mars au 13 avril, nous lançons partout dans le pays une grande votation citoyenne sur l'eau. Car vous savez peut-être pas que dans ce pays, 2 millions de personnes ont du mal à payer leurs factures et nous n'acceptons pas que l'eau soit accaparée. Ça va être un vrai sujet dans les prochaines années. J'ai une dernière question très vite à propos de gauche. Avant-hier matin, ma consoeur Sonia Mabrouk d'Europe 1 recevait la présidente de l'UNEF, syndicat de gauche. Des réunions sont interdites aux Blancs. C'est ce qu'elle disait. Des réunions de l'UNEF, la présidente de l'UNEF, sont interdites aux Blancs. Est-ce que c'est admissible? Des réunions interdites aux Blancs? Oui. Moi, j'ai pas entendu l'interview, donc je vais vous prendre au mot. Non, mais moi, que les réunions d'une organisation syndicale, de manière générale, soient réservées à tel ou tel, je n'en suis pas d'accord. Pour autant, dire une chose, et y compris dans ces organisations, peut-être que c'est de ça dont la responsable de l'UNEF parlait. Quand vous avez des gens, Jacques Bourdin, par exemple des femmes qui subissent des violences sexistes ou sexuelles, quand vous avez des personnes de couleur qui subissent, parce que de couleur, des discriminations, parfois, ces personnes ont envie de se retrouver entre elles pour pouvoir en discuter. Et il ne s'agit pas de faire du tri entre les personnes. Donc je ne crois pas qu'à l'UNEF, que je sache, toutes les réunions où on prend des décisions sont des décisions où on se sépare. Mais certaines. Qu'il y ait des groupes de parole, mais Jean-Jacques Bourdin, qu'il puisse y avoir des groupes de parole dans lesquels, parce qu'on vit telle ou telle discrimination, on a besoin d'en parler. Imaginez par exemple que ce soit un groupe d'hommes qui traite de la question des violences sexuelles. Bon, donc on peut admettre, mais je crois qu'il faut faire attention aussi au climat qui est instillé. Parce que je veux bien regarder le détail de ce qui a été dit et ce qui est fait. Mais très franchement, souvent, ça participe du climat détestable de diversion. Parce que pendant qu'on parle de tout ça, Jean-Jacques Bourdin, je veux dire une chose, on ne parle pas de la question sociale, des 10 millions de pauvres qu'il a dans ce pays, pendant que les milliardaires viennent d'accumuler 175 milliards. C'est une diversion et c'est bien connu. Merci Adrien Quatennens. Merci à vous. Merci RMC et BFM TV 8h56.